19h sur La Première. Yarana, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité de ce dimanche, un nouveau marché de produits locaux ouvre ses portes à Poun Aouia avec l'ambition de recréer du lien dans les quartiers et de soutenir les producteurs du Fénois. La question de l'aménagement urbain et de la préservation de l'environnement s'invite dans le débat après l'annonce de l'abattage possible de plusieurs marumaru centenaires à Papeete. À Paris, le budget de l'État pour 2026 continue de susciter interrogations et attentes dans les Outre-mer avec des annonces scrutées de près ici en Polynésie. Nous prendrons le temps d'en parler avec notre invité, le sénateur de la Polynésie française, Teva Roufrich. Le retour tant attendu de Miss France se prépare. Au Fénois, les proches de Hinaupoko Devez s'organisent pour lui réserver un accueil empreint de fierté et d'émotion. Et puis, pour terminer, retour sur un moment fort de ferveur populaire avec les images de la parade de Veimalama Chavez dans les rues de Papeete. Un projet porté par la commune, pensé comme un espace de proximité et de convivialité. L'ouverture de ce marché à Poun Aouia marque une nouvelle étape pour les producteurs locaux et la vie de quartier, à l'approche aussi d'un rendez-vous électoral important. Sur place, dès les premières heures, Thomas Iteporwar Ei et Hubert Liao. Il s'agit d'offrir une vitrine aux produits locaux, encourager les circuits courts et redonner sa place à la consommation locale. La côte ouest n'en attendait pas moins des responsables communaux de Poun Aouia. C'est une fierté en tant qu'habitant de Poun Aouia et agriculteur également de pouvoir vendre nos produits ici dans la commune. Et là, nous avons un stand bio que je partage avec mon ami Touhani Pujibé. On s'est dit on va représenter aussi la jeunesse. Le but pour moi, c'est de pouvoir apporter mon savoir ici et de pouvoir former des jeunes en local pour qu'ils puissent après continuer à faire ce que je fais moi. À l'état de projet, la nouvelle structure avait déclenché une salve de critiques des vendeurs de rue qui craignaient d'être avalés par le marché officiel. Certains s'y sont résolus, c'est le cas de Roméo, le vendeur de poissons, avec un impératif: gagner sa croûte. Pendant 10 ans, je vendais mon poisson en bordure de route et puis j'ai reçu l'invitation à m'inscrire et je suis là. Ça me permet de jouer sur les deux fronts. Coût du chantier 80 millions, financé sur fonds communaux. La parcelle dans son ensemble couvre 7700 mètres carrés. C'est un don du pays. Cotisation pour un stand, 3500 francs la journée. Et puis, sans elle, le marché n'aurait aucun goût. C'est le produit phare, la spécialité polynésienne star. Je ne vais pas vous dire son nom, vous le connaissez, mais il est toujours en odeur de sainteté dans les familles polynésiennes. Aujourd'hui, on propose du porc fumé, que ce soit de l'échine et de la poitrine. Mais on a aussi un de nos best-sellers, c'est des pilons de poulet qu'on est venu enrober de bacon et qu'on vient finir avec un lacage au miel. On aura beau dire, de ce côté-ci de l'île, difficile d'imaginer votre dimanche matin sans le nécessaire vital, firifiri, poisson cru et tutti quanti. Oui, pour l'instant, ça se passe le dimanche entre 5h et 11h. S'attacher à un arbre pour tenter de le sauver, c'est le choix fait par plusieurs membres d'associations opposées à l'abattage annoncé de 5 marumaru centenaires dans la capitale. La mairie invoque des impératifs de sécurité publique. Les opposants dénoncent une décision précipitée sans réelle concertation. Sur place, au cœur de la mobilisation, Mélissa Chong et Marcel Bonneau. Non, à ce projet de vouloir tout couper. Tu vois, couper comme ça de manière un peu hâtive, sans concertation. Je dis non, je ne suis pas d'accord. S'attacher à un arbre pour tenter de le sauver, c'est le geste fort posé par une dizaine de défenseurs de la biodiversité. Dans mon école actuellement à Oruruni, on est en train de planter des arbres, tu sais, et là, ils sont en train de couper les arbres. Je trouve que c'est un peu contradictoire, il y a un paradoxe quelque part. Je crois que dans 50 ans, les enfants qui sont à Oruruni vont me demander pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait pour empêcher que ces arbres soient coupés. Pour Mareva, ce marumaru de 21 mètres de haut incarne bien plus qu'un simple arbre. Il nous a procuré de l'ombre, nous on n'a pas de clim, donc c'est une clim naturelle, il nous procure de l'intimité par rapport à nos voisins. Voilà, on est en contrebas, donc il nous protège aussi de ça, il produit de l'oxygène, il est beau. Nous on ne comprend pas et c'est pour ça que je veux comprendre pourquoi ils veulent l'abattre en fait. Selon les experts de l'Office national des forêts, les marumarus sont mécaniquement sains mais leur avenir reste incertain. De son côté, l'élagueur en charge du projet se dit convaincu que ces arbres représentent un risque réel d'effondrement. Ça, c'est les racines.
Hein? C'était comme si c'était un tronc, mais là c'est tout bouffé. Hein? Vous avez bien vu, là, mon bras, ça va jusqu'au fond. Hein? Ça va encore plus loin. Hein? Vous doutez bien que s'il creuse, il y aura les racines. C'est-à-dire, il va arracher sans problème. Sans problème, les gars. Toi, quand tu vois ça, les gars, quand tu vois ça, ben, il n'y a plus rien au milieu. Pour moi, il y a un danger, il faut abattre. C'est vrai que c'est beau, mais il y a un choix à faire. Après 1 heure de discussion avec les services techniques de la commune, un compromis est décidé. Là, on a décidé de, comment on appelle ça, d'élaguer dans un premier temps et de voir si c'est vraiment avéré le danger, on va l'abattre complètement. Je suis d'accord, hein, c'est pour ça que j'ai poussé ma voiture, parce qu'ils nous ont quand même montré qu'il y a des risques qu'il faut prendre en compte. Une rencontre est prévue en milieu de semaine entre les défenseurs de l'environnement et la mairie. Objectif, examiner les rapports d'experts et les préconisations concernant les autres maru-maru de la ville de Papeete. Et d'autres arbitrages plus larges pèsent aussi directement sur le quotidien des territoires. C'est le cas du budget de l'État pour 2026. Un budget très attendu dans les Outre-mer après plusieurs semaines de crispation. Le gouvernement assure vouloir rassurer les élus, notamment à travers un courrier de la ministre des Outre-mer détaillant les moyens annoncés. La Polynésie est directement concernée. On en parle avec vous, monsieur le sénateur Yorana. Yorana, et puis je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tous ceux qui nous regardent dans notre Polynésie. Merci d'être avec nous ce soir. Avec vous, nous allons évoquer plusieurs sujets dont la situation d'Airtaitinui. Mais d'abord, le budget de l'État. Il a été adopté dans un contexte politique tendu à l'Assemblée nationale avec le recours au 49.3. La ministre des Outre-mer assure que les territoires ultramarins en sortent renforcés. Concrètement, pour la Polynésie, est-ce un budget à la hauteur des attentes ou un simple budget de rattrapage ? Alors, une chose est certaine, c'est que, même si nous attendons encore la mouture finale, c'est qu'a priori, le budget va préserver les dotations polynésiennes. Je rappelle que nous avons plus de 220 milliards de transferts financiers de l'État annuels et que c'est une augmentation sur ces dernières années, donc il est important que ce soit préservé. S'agit-il de rattrapage? Je laisserai au président de la Polynésie française cette appréciation. Une chose est certaine, c'est que nous veillons, nous au Sénat, à ce que d'abord le budget soit voté, parce que les troubles que vous évoquez sont à l'Assemblée nationale. Au Sénat, nous avons sorti une copie budgétaire où nous avons rétabli justement la jauge, en particulier sur le budget des Outre-mer, qui dans la première copie du gouvernement était en baisse. Et là, justement, vous allez encore devoir retravailler le budget, la copie qui va vous être présentée. Alors cette fois-ci, ça sera la copie du gouvernement au travers du 49.3, puisque la partie recette a été votée. Maintenant, il reste les dépenses, avec le risque de motion de censure à nouveau. Et donc, nous attendons de pied ferme de voir ce qui va sortir de ce 49.3. Sur les recettes, la défiscalisation qui devait être supprimée, en tout cas réformée en profondeur, a été préservée. C'était le combat du Sénat aussi. Donc, nous sommes satisfaits que ce soit gardé. Nous attendons sur les dépenses que les budgets, comme l'a annoncé la ministre des Outre-mer, soit effectivement en hausse. Donc c'est une affaire de quelques jours, mais ça fait de longs mois que ça dure et c'est vrai que c'est épuisant, je pense, pour tous les opérateurs économiques qui attendent de savoir quelle sera l'année budgétaire. Alors sur les dépenses, justement, l'État annonce 2 millions d'euros pour la lutte contre l'AIS et le financement d'un seul poste supplémentaire pour le CIVEN. Est-ce que 230 millions de francs pacifiques pour faire face à un trafic international, ce n'est pas au fond de l'aumône déguisée en action politique ? Alors, on peut le voir comme ça. Effectivement, j'avais proposé plusieurs amendements quand c'est passé au Sénat pour que l'État participe aussi à la prévention en matière d'AIS. Parce qu'on a pu entendre l'année dernière quelques renvois de balles de ping-pong et ça n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons tous unis contre ce combat. On voit que le haut-commissaire, d'ailleurs, avec le palais de justice, a lancé des opérations très fortes contre l'AIS et les stupéfiants globalement. Mais il est important aussi que sur l'aspect prévention, mais aussi sur le traitement des personnes qui sont aujourd'hui totalement en addiction par rapport à l'AIS, pour préparer au sevrage et à la réinsertion sociale, au retour à la vie normale, doivent faire l'objet de partenariats étroits avec l'État. Alors, on peut toujours dire que ce n'est pas assez, mais je considère que ça sera un premier pas et qu'il faut transformer derrière, parce qu'encore faut-il que cet argent soit bien utilisé par le pays, parce que vous savez qu'ensuite, c'est la Polynésie française, donc notre gouvernement actuel, qui devra rendre des comptes. On reste dans l'Hexagone. Ce mardi 27 janvier, la loi portée par la députée Myriana Red-Arbelot visant à faciliter l'indemnisation des victimes du nucléaire sera examinée. Un vote unanime en commission, c'est historique. Si le texte est adopté à l'Assemblée nationale, serez-vous le relais de cette loi au Sénat ? Alors, il faut que cette loi passe sur ce qu'on appelle une niche transpartisane, c'est-à-dire qu'elle soit souhaitée par l'ensemble des groupes au Sénat,
compte tenu, nous verrons si l'unanimité se vérifie en séance plénière, hein, parce que là c'est la commission. Si c'est le cas, effectivement, nous pourrons l'étudier et nous serons favorables à ce qu'on l'étudie de manière transpartisane. Je note quand même que le Conseil d'État, dans sa réponse aux auteurs de la loi, a notamment mis l'accent sur le risque de forfaitisation de l'indemnisation. Simplifier, oui, je pense qu'il faut le faire et personne ne peut être contre. Estime que cela coûterait trop cher. Mais l'aspect forfaitaire m'inquiète un peu parce que cela voudrait dire que nous serions dans des indemnités beaucoup plus faibles que celles qui sont perçues aujourd'hui. On sera peut-être plus nombreux parmi les victimes, mais alors ce n'est pas qu'une question d'argent, effectivement, mais tout de même, je crois qu'il faut faire attention à ce volet-là. Donc nous essaierons au Sénat d'enrichir le débat pour faire en sorte de préserver tout de même l'analyse au cas par cas pour que nos ayants droit, ceux qui réclament une indemnisation, soient à juste titre par rapport à leur situation personnelle. C'est le petit bémol que je mettrai sur cette proposition, mais qui va dans le bon sens d'une simplification. Alors, on reste toujours dans l'Hexagone. Le contexte international se tend et le retour du service militaire est désormais acté. Le président de la République a parlé d'une mobilisation nécessaire pour être prêt et respecté. Ce retour au service militaire répond-il, selon vous, à une logique de défense crédible face aux tensions géopolitiques actuelles ? Vaste sujet, on pourrait y passer une heure, mais en tout cas, c'est basé sur le volontariat actuellement, donc j'insiste bien, et ce ne sera pas obligatoire, donc c'est ceux qui le souhaiteront. Est-ce que c'est crédible? Nous verrons en fonction de la mobilisation que ça suscitera. Une chose est certaine, c'est que le monde devient fou. Nos alliés d'hier, les États-Unis, deviennent quasiment des adversaires. J'espère qu'ils ne seront pas des ennemis demain. Nous connaissons les attaques de la Russie contre l'Ukraine. Nous voyons ce qui se passe en Iran. Enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, la Polynésie il y a un désordre mondial. s'inquiéter ? La Polynésie doit être attentive. C'est vrai que d'ici, on se sent un peu loin de tout ça, mais la mondialisation ne touche pas que la consommation, elle touche aussi les questions de sécurité et de défense. Et nous avons besoin de compter sur la République française aussi pour nous protéger. Donc c'est un sujet national, mais qui concerne aussi les Polynésiens. Encore une fois, ce service est un service volontaire néanmoins. Et quelle place, selon vous, la Polynésie française doit-elle prendre dans cet effort national ? La place que les Polynésiens souhaiteront lui donner. Il n'y a pas d'injonction, en tout cas certainement pas de ma part. Chacun fera en son âme et conscience. Mais le chef de l'État a aussi dit que ceux qui viendront au service ne seront pas sur les théâtres d'opération. Ils seront pour se préparer et mieux connaître la défense et les armées. Il faut toujours être prêt. De toute façon, si une guerre venait à éclater, nous devons être prêts. Nous ne le souhaitons pas. Et il ne s'agit pas d'aller défendre d'autres causes à l'international. Il s'agit de protéger la Polynésie et globalement la République française. Sur un autre sujet, le président Moïse Broderson est attendu à Paris à partir de demain pour une série de rencontres avec plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Justice. Ces démarches vous semblent-elles suffisamment coordonnées avec les parlementaires ou l'exécutif du pays donne-t-il le sentiment d'agir seul ? Alors, à chaque fois que Moïse Broderson va à Paris, je suis ravi parce que c'est bien qu'il reconnaît l'apport de la République française à son gouvernement. Par contre, je l'apprends souvent par la presse. Alors là, j'ai eu la chance de le croiser à l'audience de rentrée du tribunal vendredi, donc il m'a informé qu'il partait. Sous forme de boutade, je vous dis qu'il n'y a pas suffisamment de coordination et de concertation. C'est regrettable. C'est regrettable, j'ai toujours dit. Je ne suis pas d'accord sur le projet d'indépendance du président Broderson, mais sur tous les autres sujets, nous devons pouvoir travailler ensemble. Nous avons attaqué ce budget que nous évoquions tout à l'heure, sans ligne directrice du gouvernement de la Polynésie française. Donc on s'est battu sur ce qui nous semblait essentiel. Vous agissez sans vision ? Nous avons une vision, heureusement, puisque nous portons nos mandats propres, mais nous ne partageons pas, en tout cas, il n'y a pas de partage du président et de son gouvernement sur la vision du gouvernement élu par les Polynésiens. C'est quand même regrettable. Il faut travailler avec les parlementaires. Nous sommes des relais. Encore une fois, tant qu'on ne parle pas d'indépendance sur tous les sujets, nous sommes à l'écoute de nos institutions. Et le président du pays doit aussi rencontrer des représentants d'Airbus, une rencontre qui n'est sans doute pas anodine, alors que la stratégie évoquée par le futur directeur général et le président du conseil d'administration serait de basculer la flotte vers Airbus. Dans le même temps, la situation d'Air Tahiti Nui apparaît très préoccupante selon une partie des syndicalistes. Comment regardez-vous aujourd'hui la situation de la compagnie, vous qui aviez siégé au conseil d'administration par le passé ?
Alors, avec un peu d'inquiétude, je regarde avec un peu d'inquiétude cette situation. Vous savez que je voyage beaucoup pour aller à Paris, donc j'échange avec les personnels à bord, qu'ils soient techniques ou commerciaux, au sol également. Et je vois que l'unité de la compagnie est en train d'éclater. Là, hein. Il y a des tensions fortes en interne. Entre le sol et l'aérien, entre les différentes corporations. Et je pense que ces changements successifs de direction ne n'aident pas à la visibilité, à la vision de la compagnie sur son avenir. On sait qu'il y a des soucis financiers, donc c'est bien, j'entends parler qu'on veut changer de flotte, qu'on veut changer d'avion, etc. Mais enfin, il faut d'abord régler les conditions d'exploitation aujourd'hui qui doivent dégager suffisamment de bénéfices, et on en est loin, pour pouvoir envisager d'investir, parce que quelle banque prêterait si on ne dégage pas des bénéfices ? Alors, un éditorial du parti Ahireya Purinetia rappelle que ces difficultés ne relèvent pas uniquement de la gouvernance actuelle, mais aussi de choix plus anciens. Est-ce que vous partagez cette analyse? Et si oui, assumez-vous une part de responsabilité? Je n'assume aucune responsabilité dans un communiqué de Ahireya Purinetia. Je pense qu'il faut arrêter de regarder le rétroviseur et chercher des boucs émissaires. Parce que pour le coup, les anciens dirigeants de Ahireya Purinetia étaient comme nous aussi au conseil d'administration. Il ne s'agit pas d'aller regarder. Et d'ailleurs, je trouve que la compagnie continue de voler, assume un programme important pour la Polynésie française et joue aujourd'hui son rôle d'apporteur de touristes. Donc non, ce n'est pas un échec, cette compagnie. Par contre, pour se projeter vers l'avenir et avant de décider de changer d'avion, peut-être faut-il regarder à changer les sièges, peut-être faut-il regarder ce qu'on peut encore améliorer pour le service commercial, pour rester leader sur nos parts de marché. Donc non, je pense qu'il faut arrêter la politique du rétroviseur. Rien n'est simple, effectivement, y compris pour le gouvernement actuel. Il ne s'agit pas de simplifier à outrance, mais je crois qu'il faut regarder devant et arrêter de chercher des coupables derrière. Ce qu'il faut surtout, c'est se donner les moyens de l'avenir de notre compagnie qui est déterminante pour notre tourisme et pour notre Fénois. Pour terminer sur les municipales maintenant, vous avez fait le choix de ne pas vous présenter aux municipales. Est-ce un retrait stratégique parce que vous pensiez que la victoire serait difficile ou l'aveu que votre avenir politique s'écrit désormais davantage à Paris qu'à Tahiti? Vous me demandez beaucoup d'aveux ce soir. Non, il s'agit simplement, je joue mon rôle de sénateur, effectivement, et donc je suis très pris à Paris. J'irai au bout de ce mandat. Et sur le plan des municipales, nous avons fait le choix avec notre parti, Yaourate Nuna, de pouvoir intégrer des alliances là où c'est possible. Et ça sera le cas à Pire, ça sera le cas à Faa, ça sera le cas à Punavia. Lorsque nous n'avons pas de possibilité d'alliance, nous présenterons des candidats comme Ahireya Purinetia, que vous évoquiez tout à l'heure, et comme d'autres partis. Non, c'est une gestion simplement, on va dire, responsable de ces élections communales. Et j'aurai plaisir à aller soutenir les équipes que nous soutenons. Et pour les sénatoriales ? Pour les sénatoriales, je proposerai effectivement ma candidature aux maires sortants et à leurs équipes municipales. Mais avant ça, il faut gagner. Et donc, c'est pour ça que je serai à côté des équipes que Yaourate Nuna soutiendra, à Punavia, à Pire, mais partout aussi en Polynésie où nous aurons des personnes engagées. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Et on change maintenant de registre avec un rôle souvent discret mais essentiel dans le sport. Sans eux, pas de compétition possible. Les arbitres de la Fédération tahitienne de triathlon se sont réunis pour une formation annuelle afin de se mettre à jour sur les règles et les évolutions du règlement. Une préparation importante à 1 an des Jeux du Pacifique. Les précisions de Serge Leprince, arbitre référent de la Fédération de triathlon au micro de Mérénie Gomblin et Sandroli. Il y a des changements majeurs au niveau des vélos, des guidons, des roues, des positions sur le vélo. Après, il y a des changements de réglementation. Il faut, pour que les arbitres puissent prendre des décisions concernant quelqu'un qui se comporte mal en natation ou en vélo ou en course à pied, des gens qui obstruent le passage et tout ça, des petites choses comme ça qui paraissent tout à fait normales, mais qui n'apparaissent pas dans le règlement, et quand on fait une remarque, c'est « Ah, ça apparaît pas dans le règlement ». Et retour à une actualité plus légère mais chargée d'émotions pour de nombreux Polynésiens. L'attente touche presque à sa fin. Miss France 2026 s'apprête à retrouver le Fénois après plusieurs semaines intenses passées dans l'Hexagone. Autour de Hinaupoko Devez, proches et supporters s'organisent pour lui réserver un accueil à la hauteur de son sacre. Mérénie Gomblin et Sandroli. C'est le péché mignon de bon nombre de Polynésiens. Et Hinaupoko Devez en raffole aussi, les mangues aux bonbons chinois. Pour son retour, ses proches ont décidé de lui en préparer. Et pour compléter l'accueil, impossible de faire l'impasse sur les cadeaux de bienvenue typiquement de chez nous.
J'ai confectionné une petite couronne de tiare Tahiti avec quelques teinas cueillis ce matin. Bon, un peu fatigué les teinas, mais ça va. Le principal, c'est que ce soit fait avec amour. On essaye et on est heureux d'être réunis avant et de se préparer pour ce soir, avant son arrivée. Hinao Poko a été élue Miss France 2026 il y a plus d'un mois déjà. Gerson était au Zénith d'Amiens le 6 décembre dernier et a assisté à son couronnement. Il y croyait déjà. On suit Hinao Poko depuis le début. On l'a connue grâce à sa tati, qui est de Réalta également. On l'a suivie à Miss Tahiti, puis à Miss France. Et on est super fiers d'elle. Ça nous fait plaisir d'être ici, de se retrouver. Et on a vraiment hâte de la revoir ce soir à l'aéroport. Hinao Poko a eu l'habitude de s'asseoir sur ce canapé avant même d'être élue Miss Tahiti. Ici, elle trouvait refuge et soutien avec ses supporters de la première heure, et notamment son oncle marquisien qui lui remettra ce soir ses colliers de graines rapportés de leur archipel. Mes salutations au peuple marquisien. Ce que nous voulons offrir à Hinao Poko, c'est que nous nous unissions tous ensemble pour l'accueillir ce soir. Et nous serions heureux, nous, les membres de sa famille proches, que vous vous joigniez à nous. Ce soir, à l'aéroport de Fa'a, l'accueil s'annonce chargé de fierté. Hinao Poko de Vez pourra profiter de la douceur du Fénois avant de reprendre le rythme effréné de sa nouvelle vie de Miss France. Et ce lundi 26 janvier, nous retrouvons nos rubriques habituelles en radio. Dans l'invité café, la directrice du comité Miss Tahiti, Leiana Fojura-Dang, revient sur le parcours de la Miss France 2026, mais aussi sur son programme à Tahiti. Une séquence à suivre, je vous le rappelle, en télévision également, à partir de 7h. Et avant de refermer ce journal, un clin d'œil à une autre page forte de l'histoire des Miss au Fénois, car avant Hinao Poko de Vez, il y a eu Vaimalama Chavez, une foule immense, une ferveur populaire rare et un moment gravé dans les mémoires. Nous vous proposons de revivre en images la parade de Vaimalama Chavez, élue Miss France 2019 dans les rues de Papeete. Une heure avant le défilé, à la présidence, lieu de départ de la parade de Vaimalama, un petit groupe d'admirateurs se masse déjà. On a hâte de la voir, en vrai, parce que c'est la première fois qu'on la voit en vrai. Ah, vous n'êtes pas venu à l'aéroport? Non, on ne peut pas trop tard pour les enfants. Mister Tahiti, devenu Mister Grand International, a eu l'honneur de faire partie de la parade. Nous, on va conduire le cortège, on sera devant tous les trois. Donc on va marcher devant le cortège. Voilà. Vous ouvrez la marche. C'est ça. Enfin, c'est l'apparition. Les yeux s'ouvrent en grand, les téléphones sont en mode caméra. Tous immortalisent l'icône du moment. Pour la protection de l'ambassadrice de beauté qui représente la France, 6 officiers de police aguerris de la DSP. Ils sont habillés en civil, munis d'un brassard, donc ils sont à côté de la Miss et ils sont prêts à intervenir à n'importe quel moment dès que la Miss aura hurlé le code, que je ne vous donnerai pas. Dans les tribunes, tout le monde s'est levé pour apprécier au mieux la reine de beauté. Vaimalama mérite son titre, mais si elle est si chère aux yeux des Polynésiens, c'est à cause des valeurs qu'elle véhicule. La beauté de Tahiti, et j'ai apprécié son discours quand elle a dit que c'est pas parce qu'on est rond qu'on n'est pas joli. Sa beauté, et elle sait très bien parler. La beauté, sa façon d'être, la simplicité, la Polynésie. Après une demi-heure de défilé, le cortège arrive dans les jardins de Paufei. Ici, Vaimalama est acclamé par plus d'1 millier de personnes. Je l'ai dit à l'aéroport et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux, alors merci beaucoup. Je pensais à la couronne qui revenait enfin au pays et je suis très honorée d'avoir pu la ramener et très fière de pouvoir le partager avec vous. Plusieurs groupes de danse et de hip-hop ont tenu à montrer leur joie et leur gratitude. Comment ne pas se joindre à eux pour dire encore merci, Vaimalama. On y
revient brièvement. L'abattage des Maru-Maru est suspendu. C'est l'une des informations développées dans ce journal. Un compromis a été trouvé. Les arbres seront d'abord élagués avant une nouvelle réunion prévue autour du 28 janvier pour décider de la suite. Et dans vos écrans ce soir, le film Dirty Cops, suivi du documentaire Les trésors des favorites des rois de France. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Demain, Marouki Dury reprend les commandes. Et pour nous quitter, hommage à Hinao Poko Devez. N'oubliez pas de suivre son arrivée en direct sur notre page Facebook. Je vous souhaite une belle semaine et belle soirée sur la première. Toujours plein d'amour. La France est un pays riche. C'est le respect avant tout. Miss France 2026 est et restera Miss Tahiti. Miss Tahiti! Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.